Dobry den, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes et au sommaire aujourd'hui, on parlera CBD et autres cannabinoïdes en République tchèque et ensuite d'un projet artistique qui se déroulera le mois prochain à Brno, deuxième ville du pays. La législation sur les cannabinoïdes est en pleine évolution en Europe. Le Conseil d'État français vient d'annuler l'interdiction de vente de fleurs avec CBD, tandis que la loi tchèque autorise depuis le 1er janvier dernier un taux plus élevé de 1% de THC dans le chanvre utilisé pour les produits dérivés. Plusieurs acteurs de ce marché en pleine expansion sont installés en Tchéquie. C'est le cas à Prague de la société Aroma Extract Labs dirigée par le français Nicolas Fitter. Visite de son laboratoire. On est dans les locaux de Aroma Extract Lab, qui est une société qui a pour spécialité l'extraction des cannabinoïdes sous contrôle du ministère de la Santé. Quand est-ce que vous vous êtes lancé dans cette aventure ? L'aventure avait débuté avec un de mes partenaires il y a 5 ans dans un autre pays, mais en République tchèque, on a obtenu notre première licence en 2019. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a monté et le laboratoire et les équipes. Ça a été compliqué d'obtenir une licence en Tchéquie en 2019 ? Ça n'a pas été compliqué, mais ça a été long. Il a fallu prouver qu'on était des gens sérieux, qu'on avait un procédé de fabrication sérieux, qu'on avait un bon contrôle de tout ce qui concernait l'aspect narcotique des choses. Et en travaillant bien, en expliquant bien, on l'a obtenu après plusieurs mois. Alors si on peut faire simple, on a ici du chanvre séché, que vous achetez parfois dans d'autres pays, parfois ici, qui est bio et que vous transformez. Comment ça se passe ? Alors, on achète effectivement donc des plantes que nous choisissons d'abord parmi les plantes issues de ce qu'on appelle le catalogue européen, c'est-à-dire des graines de chanvre qui sont validées par l'Union européenne, qui sont exemptes de métaux lourds dans leur production et de pesticides, qui ont la certification bio si les pays acceptent de donner la certification bio au chanvre, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans tous les pays de l'Union européenne, et nous les achetons séchés et broyés par tonne. Il y a un processus d'extraction à l'aide de CO2, vous me direz si je me trompe, qui permet d'extraire, je dirais, la substantifique moelle, une espèce de mélasse qu'on a sous nos yeux, que vous mettez dans des tonneaux, qui est l'étape fondamentale pour après obtenir du CBD. Absolument. C'est-à-dire la première étape consiste à presser à très haute pression et à injecter du CO2 à travers cette pression pour extraire un extrait de plante, un jus de plante qui contient tout, la chlorophylle, les cires, les cannabinoïdes, les terpènes, les parfums. Et c'est de cette extraction, cette mélasse, que l'on va commencer à utiliser et qu'on va travailler pour aboutir à notre extraction des cannabinoïdes. Il vous faut après de l'alcool. Vous me disiez hors micro que ça avait été un petit peu compliqué pour obtenir la permission d'utiliser ici de l'alcool pour l'étape suivante en fait. Alors ensuite, nous avons choisi, là aussi c'est un choix industriel, d'avoir comme diluant dans le processus de fabrication de l'alcool, de l'éthanol et de l'éthanol food grade, c'est-à-dire autorisé dans l'alimentation, parce qu'on vend à des acteurs de l'alimentation également. Et ça n'a pas été tellement compliqué d'avoir de l'alcool. Ce qui a été compliqué, c'est d'avoir l'alcool détaxé, parce qu'on en utilise beaucoup, des grandes quantités pour cette étape de fabrication, et on voulait être exempté des taxes. Et pour être exempté des taxes sur l'alcool, c'est un processus qui passe par une autorisation des douanes, du ministère de l'Agriculture, et ça a été assez compliqué de le faire parce qu'il n'avait jamais eu le cas dans l'industrie du cannabinoïde, évidemment. Ça fait quand même beaucoup de paperasse pour des entrepreneurs français. À Prague, ça a dû être quelques longues journées, longues soirées. Oui, ça a été compliqué, mais on a des avocats brillants et compétents autour de nous. On a des gens qui nous aident bien. Et ce que j'aime bien dans l'administration tchèque, c'est que quand on déroule le fil, si on le fait correctement, il y a vraiment de très grandes chances d'aboutir. Il faut juste dérouler le fil. Alors si je parle de paperasse quand même, c'est parce que votre associé avait commencé une aventure en Espagne, mais que la législation espagnole a changé du jour au lendemain, ce qui l'a poussé à déménager, à changer de pays.
et à venir en Tchéquie, où la législation qui vient elle-même de changer au 1er janvier a, dans ce domaine-là, été plutôt permissive si on regarde les autres pays d'Europe. Oui, la Tchéquie, et c'est amusant, même historiquement, est un paradis pour les cannabinoïdes et cette type d'activité. J'ai trouvé chez un antiquaire à Prague des documents qui dataient du milieu du 19e siècle, où des pharmaciens pragois importaient du chanvre des Balkans de manière absolument légale et régulière pour leur utilisation en pharmacopée locale. Donc il y a vraiment cette tradition du chanvre. Il y a des champs dans Vysočina, par exemple, des grosses productions de cannabis, également à l'est, en Moravie. Et il y a surtout des aspects réglementaires qui sont très favorables. Le gouvernement tchèque et les députés tchèques ont toujours été très tolérants sur le développement de cette industrie. Vous parlez de champs en Vysočina. A priori, vous n'achetez pas beaucoup de chanvre tchèque, pour l'instant en tout cas. Pour l'instant, le problème qu'on a, c'est les métaux lourds et les pesticides dont je vous parlais. Il se trouve que le chanvre est une plante qui a la force de nettoyer les sols. Et ce nettoyage est bon à long terme, mais à court terme, et ce qui est le cas pour les exploitations de chanvre en Tchéquie, on a trouvé trop de traces de choses que nous ne voulons pas acheter dans ce qu'on a étudié pour l'instant sur la Tchéquie. Mais on avance, on progresse, et on commence à voir en Moravie quelques fermiers qui ont des productions beaucoup plus propres et beaucoup plus conformes à ce qu'on recherche. Alors on a déjà parlé de CBD sur notre antenne. Qu'est-ce que, pour faire simple à des auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout cette molécule, comment est-ce que vous décririez ses principales propriétés et l'usage que l'on peut en faire aujourd'hui ? Alors, la littérature sur le net montre beaucoup de choses. La plante de chanvre a été utilisée depuis des millénaires dans différentes pharmacopées. Simplement, il y a une découverte importante qui a été faite dans les années 70 par le professeur Michoulan, que cette plante de chanvre est non seulement a des vertus médicinales, mais elle les a en combinant les différentes cannabinoïdes. C'est aussi pourquoi on a fait un choix industriel de ne pas isoler le CBD, mais d'avoir d'autres cannabinoïdes dans notre produit final. Ces vertus médicinales sont très visibles sur certains types de cancers, seulement certains. Il y a des études qu'on trouve sur le net à ce sujet, sur tout ce qui est lié au système immunitaire, sur ce qui est lié aux problèmes nerveux, épilepsie, etc. Bref, je ne vais pas faire la description complète, mais comme beaucoup de plantes dans la nature, il y a un certain nombre de choses qui ont été prouvées sur des fonctions thérapeutiques. En plus, ça fonctionne sur tous les mammifères. Donc, on vend de plus en plus notre produit dans le monde vétérinaire. Je voulais faire un point sur d'abord les propriétés, parce que on voit devant nous, à travers la vitre, l'une des étapes suivantes de l'extraction du CBD. La particularité ici, c'est la basse température qui permet de conserver non seulement le CBD, mais d'autres molécules actives du chanvre. Voilà, on a fait un choix industriel de garder l'ensemble des cannabinoïdes. En fait, les gens vendent du CBD, nous on vend du CBD et les autres cannabinoïdes. Même si le CBD est majoritaire dans la plante, en général, j'exclus le THC que nous détruisons, on a voulu garder les autres cannabinoïdes. Et pour garder les autres cannabinoïdes, il ne fallait pas qu'on monte les températures de production à des niveaux trop élevés. On fait souvent l'analogie avec le beurre. Vous mettez du beurre dans une poêle, vous chauffez trop fort, il va y avoir un certain nombre de changements des molécules dans la matière qui vont détruire un certain nombre de ces fonctions ou capacités initiales. C'est le choix qu'on a fait ici. On ne monte pas au-dessus de 72 degrés. Donc on a un extrait de plante bio qu'on ne chauffe pas trop pour ne pas détruire les molécules et pour en garder le maximum de vertus. Vous parlez du THC, évidemment, le principe actif contenu dans le chanvre considéré comme un narcotique. C'est quelque chose qui a compliqué également un petit peu les débuts de votre entreprise, parce qu'il faut garantir que le THC qu'on extrait, le THC pur en l'occurrence, doit être détruit.
Oui, absolument. Donc nous, on extrait le THC de notre préparation. Dans les limites de ce qui est considéré dans la chimie, il y a toujours des traces, mais c'est des traces absolument marginales. Et ce THC, nous avons l'obligation de le faire détruire. Nous n'avons pas le droit de le détruire nous-mêmes par une société spécialisée dans ce domaine, dans le domaine des narcotiques en Tchéquie, qui vient nous chercher nos THC régulièrement et qui le détruit. Parlons des débouchés, même si on n'a pas été tout à fait complet sur tout le processus de transformation. 3 domaines principaux dans lesquels, pour l'instant, vous êtes actifs. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces domaines et peut-être quelques exemples ? Alors, donc, domaine vétérinaire, domaine cosmétique et domaine alimentaire. Sur le vétérinaire, ça fonctionne très bien sur les mammifères, chiens et chats, des gouttes, des animaux qui ont des douleurs articulaires. On a observé des effets qui sont bons. On travaille avec des labos vétérinaires qui continuent leur recherche et qui se développent de plus en plus. On a de la clientèle. On trouve maintenant dans les animaleries, dans beaucoup de pays en Europe, des produits, des gouttes à base avec des cannabinoïdes à l'intérieur. Dans le domaine cosmétique, hydratation de la peau, ça fonctionne sur l'acné, sur les marques sur la peau. Donc on fait des baumes, on fait des crèmes. Enfin, nous vendons à nos clients qui font des baumes, qui font des crèmes. Là encore, ça commence à se développer. Les grands acteurs du monde du cosmétique n'y sont pas encore arrivés, mais c'est en voie de préparation. Et dernier pôle, c'est l'alimentaire, avec une problématique réglementaire dans l'ensemble de l'Europe et en Angleterre, qui fait que certains osent se lancer, d'autres n'osent pas se lancer. Chacun peut observer dans les magasins en bas de chez lui qu'il y a des produits avec du CBD, d'autres qui ne les ont pas. La réglementation évolue, s'améliore et on a de plus en plus de demandes dans ce sens. Et là encore, pour la distribution, la grande distribution, on a nos CBD, nos cannabinoïdes qui se retrouvent dans des produits dans la grande distribution aujourd'hui. Alors la réglementation évolue, c'est le cas en France ces dernières semaines, puisque après avoir été interdites, les fleurs de CBD ont été de nouveau autorisées par le Conseil d'État, donc c'est en permanente évolution, en tout cas ces derniers mois et ces dernières années. Est-ce que c'est compliqué pour vous, ces changements ou ce flou juridique? Est-ce que vous attendez que des positions soient prises au niveau de Bruxelles, ailleurs, pour pouvoir avoir une ligne et pouvoir créer et vendre vos produits de manière stable? Depuis qu'on a démarré cette aventure, on est sans arrêt confronté à des administrations qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, qui n'ont pas les outils réglementaires suffisants. On est encore dans l'attente dans différents pays. Vous me disiez d'ailleurs que c'est compliqué pour louer des locaux, les emprunts bancaires. Oui, pour l'ensemble de la chaîne. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais les administrations, parce que la réglementation n'est pas claire, parce qu'il y a encore beaucoup de fantasmes sur l'aspect narcotique, les choses sont lentes à se mettre en place. Et nous, on est sans arrêt à l'affût, alertés par ces changements dans la réglementation. Nous ne vendons pas des produits finis, donc nous vendons à des acteurs qui, eux, décident réglementairement s'ils se sentent à l'aise avec leur réglementation locale. On vend dans différents pays d'Europe, on vend en dehors de l'Europe, et chacun s'adapte à sa législation, mais on est encore dans une immaturité législative sur les cannabinoïdes aujourd'hui, mais ça va se régler rapidement. C'est un avantage d'être ici en Tchéquie sur ce front-là? Oui, ici, par contre, les choses sont très claires. On a toujours eu des échos extrêmement précis et clairs de l'administration tchèque sur ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, comment on pouvait le faire, comment on ne pouvait pas le faire. C'est vraiment un pays très avancé, pas tant sur la consommation, à ma connaissance, des cannabinoïdes en général, mais sur son aspect réglementaire. C'est une industrie considérée comme sérieuse, une industrie d'avenir, et le régulateur fait tout pour que ça fonctionne le mieux possible. Combien de personnes travaillent avec vous actuellement? Et je pense savoir que vous avez un partenariat avec l'université tchèque, la faculté de chimie. Et comment ça se passe exactement? Ici, on est environ en fixe une petite dizaine de personnes, mais on a des intervenants externes. Je vous parlais de l'aspect juridique, l'aspect comptable, l'aspect IT. On travaille avec des sous-traitants, mais en fixe ici, on est une petite dizaine de personnes.
Alors, dès le début, on a signé ce partenariat avec l'Université de chimie de Prague parce que ce sont des gens très pointus dans ce domaine. Il y a, je vous l'ai dit, la tradition des narcotiques dans le pays. Et on a depuis le début établi un partenariat avec eux. Ils nous aident et pour des analyses pointues qu'on a besoin de faire en permanence pendant notre chaîne de production. Et inversement, on les aide en recevant des étudiants et en travaillant avec eux sur de la recherche et du développement. On est ravis de cette coopération qui se passe très bien depuis le début. Suite de cette émission préparée par la rédaction francophone de Radio Prague International avec l'artiste bulgare Laura Krasteva qui veut offrir à des artistes étrangers en République tchèque un espace de réflexion sur les notions d'État-nation et d'identité nationale. Elle présente le projet Becoming Czech, un travail artistique collectif qui aboutira à une présentation publique à Brno en mars prochain. Laura Krasteva est au micro d'Anaïs Rimbaud. Vous êtes responsable du projet artistique Becoming Czech, un projet dont j'ai entendu parler par hasard, mais ce qui a retenu mon attention et ce qui m'a incité à vous contacter, c'est en fait une petite annonce, donc je me permets de la citer en français. Le projet Becoming Czech est à la recherche d'artistes de première génération de migrants en République tchèque, inscription jusqu'au 31 janvier 2022. Des annonces comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce projet artistique ? Oui, alors Becoming Czech est un projet dont l'idée a en fait commencé en Angleterre. Je suis une artiste et productrice de théâtre bulgare qui habite en Angleterre. Il y a quelques mois, j'ai commencé le projet Becoming British. Car il est très important ici de créer une plateforme pour des artistes et des gens du théâtre qui s'intéressent à la notion d'État-nation, à la notion d'identité nationale et d'amplifier les voix et les perspectives des immigrants comme moi-même. Et puis, nous avons eu l'exceptionnel support de Perform Europe, une plateforme européenne pour les projets artistiques, et nous avons fait la connexion avec Terem qui est basé à Brno en République tchèque, qui était très intéressé par ce projet, qui était un projet un peu différent. En effet, nous sommes à la recherche d'artistes migrants en République tchèque qui seraient intéressés par ces thèmes pour pouvoir créer ensemble en mars une exposition avec des éléments de performance pour ouvrir un espace et parler d'identité commune, de ce qui nous fait être tchèques ou pas, de ce qui nous fait être et sentir nos identités nationales ou pas, et en fait d'utiliser l'art comme un moyen de dialogue et de conversation entre les communautés. Donc vous êtes bulgare et vous vivez en Grande-Bretagne. Pourquoi avoir choisi la République tchèque pour ce projet ? Et dans la République tchèque, pourquoi Brno et pas Prague, par exemple, ou une autre ville ? La connexion avec Brno et Terem, notre partenaire, était faite au moyen de la plateforme Perform Europe. Et nos collègues sont intéressés dans ce genre de projet qui sont un peu plus différents que les pièces de théâtre un peu plus traditionnelles. Donc, il y a un lien en termes d'affinité artistique et puis aussi une ouverture d'esprit, je suppose, pour parler de thèmes assez grands et assez compliqués comme sont les identités. Je trouve que travailler en République tchèque sur ces notions va être très intéressant pour moi en termes individuels. Et c'est très intéressant puisque les mouvements migratoires et la façon dont les identités se sont formées dans certains pays, ex-pays du bloc de l'Est, sont très très différents de ce qui se passe en Angleterre ou en France ou d'autres pays qui ont eu peut-être une histoire d'empire et une histoire relationnelle avec des pays dans le monde entier complètement différente. Pourquoi Brno ? Parce que notre partenaire est à Brno aussi, mais aussi parce que c'est intéressant de concevoir ces idées
d'identité et d'État-nation en dehors peut-être des capitales et de se demander quelles sont les dynamiques différentes ou pas qui existent dans ce territoire. Et pour écouter cet entretien avec Laura Krasteva, c'est sur notre site français.radio.cz. Merci à toutes et à tous de votre attention. À bientôt, semaine prochaine, même heure, même endroit.